L'écriture inclusive, on en parle? Ces derniers temps, on entend de plus en plus parler de l'écriture inclusive, car c'est un sujet qui divise. En effet, de plus en plus de personnes l'utilisent, alors que d'autres dénoncent des modifications abusives de la langue française. Et d'ailleurs, l'Académie française elle-même la qualifie d'une aberration. L'Académie française, qui, soulignons-le, a été pendant longtemps exclusivement composée d'hommes et, encore aujourd'hui, est très peu paritaire. Seulement 6 membres sur 35 sont des femmes. Les décisions concernant la construction puis les modifications de la langue française ont donc été prises pendant des années par une institution totalement ou essentiellement, 83% aujourd'hui, composée d'hommes, un peu mal barrés pour lutter contre le sexisme de la langue. Bon, ceci étant dit, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est l'écriture inclusive. On fera également un point sur l'évolution des accords de genre à travers l'histoire de la langue française, puis on expliquera l'utilité de l'écriture inclusive, son but, pourquoi il semble si important de l'utiliser. L'écriture inclusive peut prendre différentes formes, mais avant de rentrer dans des explications et de donner des exemples, définissons-la. Écriture inclusive, forme non genrée qui permet de désigner une ou des personnes de genre inconnu, un groupe de personnes de genre différent, ou une personne non binaire qui souhaite utiliser l'inclusif. Alors concrètement, comment s'utilise l'écriture inclusive? On peut par exemple, à la place de genrer tout un groupe au masculin par défaut, décider de nommer et le féminin et le masculin d'un métier lorsque l'on évoque ce dernier. Enfin, il n'y a pas que des hommes. Les chirurgiens et chirurgiennes sont très occupés en ce moment. Mais cette forme, déjà plus inclusive, exclut encore les personnes non binaires, les personnes qui ne se sentent ni hommes ni femmes. On peut alors condenser le féminin et le masculin en un mot avec le fameux point médian et faire de même pour l'accord, ce qui nous donnera quelque chose de beaucoup plus neutre. Les chirurgiens et chirurgiennes sont très occupés en ce moment. Toutefois, si l'utilisation du point médian vous semble compliquée, notamment à sa lecture orale, sachez qu'on peut aussi s'exprimer de façon inclusive en utilisant simplement des mots neutres à la place de mots genrés. Par exemple, on pourrait dire des personnes, des gens, des membres du groupe, etc. Au lieu de dire homme ou femme. On peut aussi parler de la recherche scientifique à la place de chercheurs scientifiques. On peut parler du corps enseignant, des forces de l'ordre, du personnel soignant. On pourrait aussi parler de droits humains à la place de droits de l'homme. Oui, mais homme avec un grand H, ça veut déjà dire humain. Alors oui, dans la théorie, c'est ce qu'on a voulu instaurer. Mais en réalité, quand on dit homme, petit ou grand H, on pense rarement à une femme dans sa tête. On aura beau dire homme avec un grand H, c'est le générique d'humain, c'est un mot neutre. Non, il y a déjà humain pour ça. Humain, c'est neutre. Alors pourquoi rajouter homme avec un grand H alors qu'en réalité, homme avec un grand H fait surtout penser aux hommes. Et si demain, par exemple, on décidait que femme avec un grand F devenait le générique de humain à la place de homme et désignerait alors également les hommes, alors tout le monde s'insurgerait parce que quoi qu'on en dise, femme avec un petit ou un grand F, ça veut dire femme, point. Alors cessons de croire à cette règle qui veut nous dire que homme avec un grand H, ça désigne les humains, alors qu'en réalité non, ça exclut les femmes, c'est réel. J'avais entendu par exemple Noémie Delattre, qui est une actrice, autrice, compositrice notamment, que j'aime beaucoup. Je l'avais entendu parler dans un podcast On se tient au jus de Camille Justine, que j'aime beaucoup également, de son spectacle Féministe pour hommes. Et justement, oui, en fait, ce qui me plaît dans ce titre, c'est qu'en fait, il continue à marcher comme je le voulais, c'est-à-dire que tout le monde continue à me demander, mais alors pourquoi féministe pour les hommes? Et non, il y a une majuscule. Et comme vous le savez, en français, je suis un homme. Allez, bisous, on en parle? Donc ça me permet à chaque fois, dans chaque plateau, chaque média, de redire, en fait, il y a un petit problème, la preuve. Donc ne me dites pas qu'il suffit de mettre une majuscule pour dire que c'est homme, puisque vous-même, vous ne la voyez pas. 100% des gens ne la voient pas. Donc arrêtez. Oui, quand vous voyez le mot homme, vous voyez le mot homme. Donc arrêtez de me faire croire que c'est la majuscule qui va changer comme ça. Non. Si vous voulez parler des humains, parlez des humains. Évidemment, il existe plein de subtilités dans l'écriture inclusive, mais je vais pas vous parler vraiment du fonctionnement de l'écriture inclusive en tant que telle, parce que moi-même, je suis pas un pro là-dessus. Je commence à l'adopter petit à petit, mais je m'y connais pas énormément. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en description pour vous renseigner sur son fonctionnement. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est pourquoi. C'est son émergence, d'où elle vient, quel est son but. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dessous. Et je tiens aussi à mettre un petit point sur le fait que l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est encore en fondation, si on peut dire, parce que ça n'a pas encore été officiellement reconnu, ça n'a pas été institutionnalisé. Donc, il n'y a pas de règles en tant que telles qui ont été officiellement posées. Ce qui fait qu'il y a plein de façons différentes de l'utiliser. Même parfois, pour le même mot, il y a différentes orthographes, différentes façons de faire. Et donc, ça peut
peut rendre les choses compliquées pour les personnes qui essayent de s'y mettre, ou aussi pour les personnes dyslexiques ou dysorthographiques, puisque certaines formes de mots neutres avec les points médians, etc. sont plus difficiles pour ces personnes-là. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, des compromis à faire, peut-être, je sais pas, pour arriver à des formes qui sont à la fois inclusives au niveau du genre et à la fois accessibles pour les personnes qui ont des difficultés d'écriture. Alors, d'abord, à l'instar de la société, les langues évoluent continuellement et il est donc normal de se questionner sur des éventuelles modifications qu'on pourrait y apporter, notamment lorsque elles ne correspondent plus aux nouveaux combats et aux nouvelles valeurs portées par la société. Rappelons qu'autrefois, on ne mettait qu'un T au verbe abattre, qu'on écrivait forêt et côté avec un S à la place de l'accent circonflexe, ou encore qu'on écrivait chastel à la place de château. Donc oui, une langue ça évolue, et ce depuis toujours. Et puis en plus de ça, reconnaissons que l'argument du « on a toujours fait comme ça, ne bousculons pas nos habitudes » est un petit peu trop traditionnaliste pour une société en constante évolution. Mettre fin à l'esclavage, vous dites? Je vois pas pourquoi on arrêterait. Ça fait très longtemps que ça fonctionne comme ça fonctionne très bien. Je ne vois pas où est le problème, c'est tout de même très pratique en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pause? Oh, je vais apprendre à faire des pauses. Donner le droit d'auto aux femmes et puis quoi encore, elles vont vouloir travailler bientôt. Autoriser les femmes à travailler, ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, ça va bien? Oui, on est où là? Chamboulons pas les habitudes, les femmes elles sont toujours dépendues des hommes, ça marche très bien comme ça. La Martine, tu m'en mets du style, j'en ai plus, s'il te plaît. Que nos sessions de faire travailler des enfants pour fabriquer nos téléphones. Oh, ça fait bien longtemps que ça fonctionne comme ça, et ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Moi, je suis en comme une queue de pelle, dit. Bref, tout ça pour dire que savoir remettre les choses en question, c'est nécessaire, car il n'y a pas de progrès sans remise en question préalable. Mais surtout, au-delà de ça, la langue française a-t-elle réellement toujours été basée sur le masculin par défaut? Absolument pas. Alors je vais vous expliquer tout ça. Avant le XVIIIe siècle, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin n'existait pas. En grec ancien et en latin, il était très clairement convenu que l'adjectif épithète qualifiant des noms de genre différents ne s'accordait pas systématiquement au masculin comme il le fait aujourd'hui en français. Il s'accordait avec le nom le plus proche, c'est ce qu'on appelle la règle de proximité. Et cet usage dominait aussi dans la langue française, bien qu'il ne fût, je crois, jamais écrit formellement. C'est quelque chose que beaucoup faisaient de façon assez naturelle. C'est par exemple cette règle, la règle de proximité, qu'applique Racine lorsqu'il écrit en 1691 dans sa tragédie Athalie, consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entières. Ici, l'adjectif qualifie jour et nuit, donc un nom masculin et un nom féminin. Il faut donc faire un choix pour l'accord de l'adjectif, et le choix que fait Racine est celui de la règle de proximité, donc d'accorder l'adjectif avec le nom le plus proche de ce dernier. Alors qu'aujourd'hui, avec la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, peu importe la place des noms dans la phrase, on écrirait « consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entiers ». Alors je sais pas pour vous, mais personnellement, le nuits entier, ça me fait très bizarre à l'oreille. Enfin perso, un nom féminin suivi d'un adjectif masculin, ça me perturbe pas mal. Du coup, j'ai souvent tendance, je sais pas si c'est votre cas, pour éviter ce genre de truc un petit peu perturbant, à changer l'ordre des mots. Par exemple, là, j'aurais dit « consacrer ces 3 nuits et ces 3 jours entiers ». Comme ça, il n'y a pas de problème, ça paraît logique, jour entier, masculin, tout va bien. Et finalement, lorsqu'on fait ça, on se calque sur la règle de proximité. Mais si tout était si simple, ça se saurait, et surtout, il n'y aurait pas cette vidéo. En effet, cet usage, ancré dans le langage depuis longtemps, a commencé à faire débat au XVIIe siècle. On peut notamment évoquer l'abbé Dominique de Bourse. Dans son ouvrage Remarques nouvelles sur la langue française, Dominique nous explique donc que cette façon d'accorder les adjectifs lui fait de la peine. Il dit n'avoir jamais pu se résoudre à appliquer une règle qui laisse un substantif en l'air. Le substantif auquel il fait allusion étant le nom masculin auquel l'adjectif ne fait plus écho, soit le nom jour dans l'exemple de Racine. Oui, enfin excusez-moi, mais il est marrant Dominique, il est chagriné qu'on laisse de côté l'adjectif masculin, mais quand c'est dans l'autre sens, la règle de proximité elle marche aussi bien, elle peut s'accorder avec le nom masculin. Par contre, dire que 100 femmes et un homme sont beaux, et laisser les 100 femmes de côté, y a pas de problème. Diantre, mais c'est un cul. Et oui, je suis plutôt d'accord, hein. Finalement, la règle de proximité, ça paraît assez logique et assez juste, puisque c'est une règle qui s'adapte à chaque situation. Mais Dominique, non, il aime pas cette règle, parce que parfois, elle laisse le masculin de côté, alors ça, pas question. Mais alors comment on fait, Dominique? Eh bien, dans son ouvrage, le père Dominique de Bourse il affirme que, lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Excuse-moi, mais c'est de la linguistique, ça? Non, c'est juste du sexisme. Évidemment, il n'y a pas que Dominique qui se trouve chagriné par la règle de proximité et propose alors cette nouvelle règle sur le genre soi-disant le plus noble. Non, il y a aussi de nombreux autres grammairiens, écrivains, poètes. Que des hommes, bien entendu. Ce sont aux hommes de prendre les décisions. Les femmes n'ont pas leur mot à dire.
Alors finalement, c'est au XVIIIe siècle que la nouvelle règle s'impose, reprenant l'argumentaire de Dominique de Bourse, ainsi que celui du grammairien Nicolas Bosé, qui affirme également que le genre masculin est plus noble que le genre féminin, et doit donc par conséquent dominer la langue. Très belle illustration du sexisme de la langue française, n'est-ce pas ? Donc désormais, lorsque l'on est confronté à des noms de genres différents, c'est automatiquement le genre masculin qui doit s'imposer. Il n'y a aucun débat à avoir. Il est donc grammaticalement correct de dire « Cet homme et ses 1000 femmes sont beaux ». Ou bien « J'ai laissé le tiroir, la porte et la fenêtre ouverts ». Bon, malheureusement c'est le reflet de notre société. Nous parlons une langue construite par des hommes sur des principes sexistes, écrasant la moitié de l'humanité, à savoir les femmes, qui se retrouvent très effacées de la langue. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça a un impact sur le fonctionnement de notre monde. Parce que comme l'explique très bien Noémie Delattre, une personne très très intéressante et engagée, je vous conseille de jeter un œil à ce qu'elle fait, les mots régissent notre pensée qui régit nos actions. Donc oui, le langage a un impact direct sur la société. D'abord, c'est un combat porté largement par les luttes féministes, puisqu'il s'agirait de redonner autant la place aux femmes qu'aux hommes dans la représentation de la langue. De plus, il y a au-delà de ces histoires d'accords de genre, de nombreux mots qui ont perdu leurs équivalents féminins. Pendant longtemps, on a dit un philosophe, une philosophesse, un docteur, une doctoresse, un auteur, une autrice, etc., etc. Et puis finalement, au cours de l'histoire, on a décidé de supprimer ces équivalents. Ainsi, il n'existe aujourd'hui que des philosophes, des auteurs, des médecins, des avocats, des proviseurs, etc. On démocratise peu à peu le mot avocate, par exemple, mais beaucoup de personnes disent encore « madame l'avocat ». Et vous remarquerez que la plupart du temps, ces métiers qui ont perdu leurs équivalents féminins sont des métiers à statut important. Un métier de penseur ou de penseuse, un métier de pouvoir. Il s'agit alors de laisser les métiers, disons, plus prestigieux aux hommes et d'en limiter l'accès aux femmes. Alors bien sûr, me direz-vous, le fait d'utiliser uniquement le mot médecin au masculin n'empêche pas foncièrement les femmes de prétendre à ce poste et même d'y accéder. Cependant, grandir et évoluer dans une société qui nous rabâche sans cesse les mêmes modèles nous prédestine tout de même à certaines situations. Des études ont prouvé que les femmes vont moins souvent se lancer dans un parcours scientifique et qu'elles s'en sentent souvent moins capables. Non pas parce qu'elles sont moins capables que les hommes, mais parce que depuis des décennies, on leur répète que l'intelligence est plutôt réservée aux hommes et que les femmes sont plutôt sensibles. Chacun son truc. Et on peut effectivement constater que les femmes se tournent plus facilement vers le secteur du soin, de l'aide à la personne, etc., alors que les hommes vont plus facilement prétendre à des postes de médecins, chirurgiens, etc. Et le langage fait largement partie de cette éducation qui prédestine à des rôles très genrés, déjà tout tracés. Je sais que beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que c'est réel, que c'est scientifique. Les femmes sont plus altruistes et sensibles, alors que les hommes sont généralement des brutes plus dures et insensibles. Mais il est important et nécessaire de rétablir la vérité qui se cache sous ce constat de généralité. Ces personnalités, observées généralement chez les hommes et chez les femmes, ne reflètent d'abord pas le cas de la totalité des êtres humains, mais surtout n'ont pas pour origine un déterminisme biologique. Il n'y a pas un gène féminin de la sensibilité et un gène masculin de la force. Non, finalement, si l'on observe cette généralité de traits de caractère finalement très genrés, ce sont en fait les conséquences de comportements sociaux. Des comportements sociaux que l'on impose depuis des siècles à chacun et chacune, et des stéréotypes que l'on transmet de génération en génération. Tu seras un homme, mon fils, ne pleure pas. Fais-toi jolie, ma fille, tu dois être élégante et respectable. C'est notamment ce qu'explique Simone de Beauvoir dans son livre Deuxième sexe, dans lequel elle explique que on ne naît pas femme, on le devient. En effet, c'est le contexte social dans lequel on grandit qui nous construit en tant qu'homme ou en tant que femme davantage que les données biologiques. Et le langage, encore une fois, fait largement partie de ce contexte social. Et puis au-delà des luttes féministes, l'écriture inclusive s'inscrit également dans les luttes LGBTQIA+, puisqu'elle correspond parfaitement aux personnes non binaires qui donc ne se reconnaissent ni totalement dans le genre féminin, ni totalement dans le genre masculin. Beaucoup de personnes non binaires préfèrent donc être genrées au neutre, et cette écriture inclusive le permet totalement et donc leur permet de s'identifier davantage à la lecture de celle-ci. Ce combat pour l'écriture inclusive peut peut-être sembler futile comparé au combat pour le droit de vote à l'époque par exemple, mais il n'est pas pour autant à négliger, puisque comme expliqué précédemment, les mots régissent notre système de pensée et ont donc des répercussions très importantes sur nos actes. De plus, lutter pour l'écriture inclusive n'empêche pas de lutter également contre les violences conjugales, pour la liberté de disposer de son corps, etc. Ces luttes ne sont pas incompatibles, elles sont même très liées par un même combat global. La lutte contre le patriarcat. Patriarcat. Type d'organisation de la société qui s'inspire d'une cellule familiale où l'homme est dominant dans la sphère publique et dans la sphère privée. Et puis très souvent, les gens qui nous disent qu'il y a plus urgent dans la lutte féministe que se préoccuper de la langue
sont aussi des gens qui ne sont même pas impliqués, même pas investis dans la lutte féministe ou LGBT+. C'est assez ironique. Je vais comparer cette situation à un cas de figure qui m'arrive régulièrement, puisque je suis végétarien, et donc au cours des repas, si je vais manger chez des gens, soit je vais apporter mon tupperware, soit je vais prévenir à l'avance pour avoir quand même ce qu'il faut, etc. Donc forcément, au cours des repas, je peux avoir des questions, des fois de « Ah, t'es végétarien, pourquoi, depuis quand, etc. » Bon, bref, question bateau. Mais de temps en temps, il y a toujours quelqu'un qui va me titiller un peu et me dire « Ah oui, t'es végétarien, pourquoi? D'accord. Mais t'es pas vegan, tu vois, tu vas pas au bout des choses. Ah oui, mais t'as un smartphone, c'est pas très écolo. Ah oui, mais tes vêtements, ils sont pas 100% écolo. Ah ouais, mais ceci, ah ouais, mais cela, ah ouais, mais t'as une voiture, ah ouais, mais machin. » Alors oui, je ne suis pas irréprochable parce que ça demanderait beaucoup de sacrifices dans notre société, mais je suis déjà végétarien et je fais 2-3 autres trucs pour lutter contre l'urgence climatique et l'élevage intensif. Toi, qui me reproches tout ça, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout. Rien. Alors ne viens pas me reprocher de ne pas en faire assez, puisque contrairement à toi, j'en fais déjà plus. Bref, l'ironie de l'être humain. Ensuite, je me dois de préciser qu'il est normal d'avoir peur à l'idée de voir sa langue changer. C'est déjà pas évident de parler correctement. Moi, le premier, il m'arrive de faire des fautes. Donc bien sûr, l'idée de devoir changer ses habitudes, ça peut faire peur. Et je pense que c'est là une des principales raisons de la réticence générale à adopter un nouveau fonctionnement. Personnellement, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous dire « Vous là-bas, utilisez l'écriture inclusive immédiatement !» mais plutôt pour tenter d'éclairer les gens sur le sujet, d'expliquer le plus clairement possible son intérêt, pour au moins aider les gens à l'accepter sans forcément l'adopter. Les personnes qui ne veulent pas l'utiliser ne le font pas, celles qui veulent l'utiliser le font, mais l'essentiel selon moi est de pouvoir faire preuve de tolérance à l'égard de cette pratique, plutôt que de s'insurger face à cette aberration qui nous semble sortie de nulle part. Pour ma part, je ne l'utilise pas toujours parce que je n'en ai pas encore pris assez l'habitude, mais j'essaye de faire de plus en plus attention à mes mots pour m'en approcher, et aussi j'essaye de la faire venir progressivement dans mon langage, afin d'habituer les gens qui ne connaissent pas forcément cette pratique. Mais je l'utilise à 100% quand je m'adresse par exemple à une personne non binaire qui souhaite être genrée au neutre. Cette réticence générale à l'utilisation de l'écriture inclusive témoigne non seulement d'une société encore trop peu tolérante à l'égard des personnes LGBT+, mais aussi d'une société purement patriarcale. La réforme instaurant le genre masculin comme le genre neutre a été adoptée sans problème, alors que revenir à une égalité en donnant autant la place aux femmes qu'aux hommes dans le langage semble tout de suite plus compliqué. De la même façon qu'on a très facilement accepté la masculinisation de certains noms de métiers, alors que lorsqu'un métier qui avait une consonance particulièrement féminine a commencé à s'ouvrir aux hommes, là on a tout de suite commencé à chercher des noms neutres pour ces métiers en question. C'est le cas de sage-femme par exemple, pour lequel on a trouvé l'équivalent neutre maïeuticien-maïeuticienne, ou femme de ménage, pour lequel on dit désormais agent ou agente d'entretien, ou technicien-technicienne de surface. Parce que oui, il semble inconcevable qu'un homme puisse exercer un métier à consonance féminine, alors que l'inverse est tout à fait acceptable. Et je pourrais citer des exemples pendant des heures avec le même schéma. Les scientifiques, par exemple, se sont beaucoup plus investis dans la recherche pour pallier au problème d'érection des personnes ayant un pénis, alors qu'ils se sont très peu et très tardivement penchés sur la recherche pour soigner l'endométriose, qui existe pourtant depuis très longtemps. C'est le cas pour la contraception également. Ça fait des années que la médecine semble incapable de trouver une pilule sans effet secondaire pour les femmes. En revanche, lorsqu'on a enfin tenté de concevoir une pilule pour les hommes, on a très vite réussi à concevoir une pilule sans effet secondaire. Parce que les pauvres quand même, s'ils acceptent de prendre la contraception, puisque après tout, ils sont fertiles toute l'année, alors que les femmes ne le sont globalement que 4 jours par mois, il semblerait donc injuste que les femmes portent cette charge de la contraception tout le temps, eh bien il ne faudrait pas en plus de ça qu'ils se tapent des effets secondaires. Par contre que les femmes se les tapent depuis des années, alors ça, on s'en carre l'oignon. Bref, les femmes passent toujours après les hommes, et ça se voit rien que dans le langage. Il est temps que ça change, et oui, ça passe en partie par une remise en question du système de la langue française. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et pour les personnes qui souhaitent s'intéresser de plus près à l'écriture inclusive, je vous mets plein de ressources en description. Salut! Je t'aime, Pépère, mais là, papa, il est en train de travailler. Pourquoi je prends mon micro pour parler à Dido? Dido, non!